Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un jeu qu'on pourrait dire cher à mon cœur, qui s'appelle Tout le monde est John, Everyone is John en VO, puisque c'est un jeu américain, je pense, enfin en tout cas anglophone, de Michael Sullivan, un jeu qui date de 2002, et que Michael Sullivan a proposé depuis en Creative Commons par attribution, c'est-à-dire qu'en fait, bon, dans tous les cas, le jeu est gratuit, on peut jouer comme on veut, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, même pour les travaux dérivatifs, il suffit de citer l'auteur originel et on peut tout à fait s'amuser avec le système. Chose que j'ai fait abondamment, j'y reviendrai plus tard. Je pense que je ferai plusieurs vidéos, mais là je vais présenter le jeu d'origine qui a le mérite d'être pionnier dans certaines mécaniques intéressantes. Enfin, pionnier, je sais pas si peut-être qu'on peut trouver des jeux encore avant qui font appel à ces mécaniques-là, mais je pense que c'est le plus connu pour ce côté où tout le monde à table incarne à tour de rôle un même personnage. Ce jeu a plein de qualités, il a aussi des défauts, c'est pour ça que j'ai fait ma propre version, hein, bon. Donc je reviendrai comme je disais, mais là je vais juste présenter l'original, sans trop le juger, enfin je vais quand même commenter au fur et à mesure, hein, bien sûr, mais je voudrais déjà qu'on ait une bonne base, qu'on sache de quoi on parle. Donc ça c'est sur le site rtwolf.github.io Everyone is John, donc on a une URL là qui pointe vers une page qui reprend les règles et tout le jeu est là, hein, c'est-à-dire le jeu de base c'est ça, c'est une page. Et encore il y a un paragraphe qui est même pas sur le jeu lui-même. Il fait référence à une URL Everyone is John dont il aurait pas le contrôle, c'est pas à lui, mais il y a des ressources intéressantes. Bon, c'est plus le cas, il y a plus de ressources. Voilà, c'est fini, ce site est vraiment lisse, on s'en fiche. Et ensuite, le jeu en lui-même. Donc je vais expliquer le principe et les règles. Là, je montre la page d'origine, mais je vais tout de suite récupérer. Alors, sur la scénariothèque, scénariothèque.org, peut-être que vous connaissez déjà ce site. Il y a plein de ressources pour plein de jeux de rôle en français. On retrouve des aides de jeu et entre autres les règles en VF que je vais montrer. Je vais montrer celles-ci parce que ce sont les plus anciennes à ma connaissance. La traduction, une traduction qui date peut-être de 2002, la même année que la sortie du jeu, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est la plus ancienne. Depuis, il y en a d'autres et certainement dans le tas des meilleures hein, qu'on trouve notamment sur itch.io. Peut-être que je reviendrai dans une prochaine vidéo, mais là je veux vraiment montrer la base de la base. Dans la scénariothèque, on trouve différentes ressources. Bon, là, on retrouve la feuille de perso qui est proposée séparément, mais qu'on retrouve aussi dans les règles qu'on va regarder. Des scénarios, dont un à moi, Make America Goofy Again, que j'avais fait en 2016 à la suite du traumatisme des élections américaines. Et voilà, bon, je vais pas m'y attarder maintenant, mais donc là, dans ce que j'ai fait, c'est un scénario très pour du Tout le monde est John, ça va loin, c'est assez travaillé. Et j'ai bien envie de transformer Tout le monde est John en un jeu un peu plus complexe que l'original. Mais il y a aussi des scénars qui sont proposés qui sont assez basiques pour pouvoir s'amuser rapidement. À la base, c'est un jeu un peu d'apéro, quoi. Ah, bah là aussi, il y a des profils préparés à l'avance, comme j'aime bien le faire. Ouais. Mais j'ai pas testé celui-là. Ok. Bon, cool. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on peut trouver des ressources, mais voyons déjà de quoi on part. Donc là, c'est une traduction par Sylvain Plagne. Merci au relecteur Greg Fonto. Alors, c'est un jeu de rôle d'humour et de compétition. Oui, alors ça, c'est une des premières originalités du jeu. C'est que c'est un jeu de rôle compétitif. Alors, bien sûr, comme c'est aussi et essentiellement un jeu humoristique, on est sur une compétition tranquille. Enfin, faut pas. Si on est à une tablée où la compétition devient féroce et malsaine, c'est peut-être qu'on n'est pas parti sur des bonnes bases et que c'est pas la version la plus intéressante du jeu. La dernière fois que j'y ai joué, c'était hier. Il y avait 4 personnes à table en plus de moi qui étaient meneurs. Et à la fin, on a fait le point sur
les accomplissements et tout, mais on n'a pas vraiment cherché à savoir exactement qui avait gagné. Mais on peut, il y a un système de points qui est quand même là pour ça, et souvent, ça dépend vraiment de l'ambiance et des tablets, mais ça m'arrivait fréquemment de chercher à compter les points de manière assez précise pour désigner une personne qui l'emporte. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a ce côté qui est assez rare en JDR, dans le sens où on a les objectifs cachés, et si on arrive à les accomplir, ben on va potentiellement gagner la partie. On retrouve dans des jeux comme Alien, en mode one-shot, on peut avoir des objectifs cachés un peu de la même façon, mais là, on va voir que c'est un peu en mode débile, quoi. Important, je peux le citer maintenant, à propos des objectifs l'idée, c'est qu'on va interpréter John à tour de rôle, et on va essayer, quand on le contrôle, d'accomplir nos propres objectifs. Mais, chose très importante, si quelqu'un à la table contrôle John à notre place, mais accomplit nos objectifs, eh ben on gagne quand même les points. Donc on peut s'arranger pour mettre John dans une situation où il va forcément quand même, d'une manière ou d'une autre, s'approcher de nos objectifs éventuellement. Donc ce qui est proposé dans le jeu d'origine, c'est de jouer John, qui est juste un habitant de Minneapolis. Donc voilà, le setting de base, c'est les USA, Minneapolis, et un gars qui est décrit dans le jeu d'origine comme fou, quoi. Je sais plus comment il dit. Insane man from Minneapolis. Et le MJ dans ce jeu, il y a beaucoup de jeux de rôle où la MJ a un nom spécial. Dans Alien, c'est Maman, en référence au film. Ici, la MJ s'appelle Everyone Else, les autres, quoi. Bon, nous on fait pas, moi je joue pas comme ça, on s'en fiche, mais. Hop, je reviens, voilà. Donc je trouve pas ça très intéressant de médicaliser la chose et de parler de folie, de narcolepsie, de tout ça. Ça me semble dispensable et c'est même mieux de s'en passer, je pense. Je vais quand même continuer à lire les règles d'origine telles qu'elles sont traduites, mais. Et puis en plus, pour moi, comme on part dans des situations qui sont souvent extravagantes où John s'en prend plein la gueule, si c'était juste un humain normal, il mourrait avant la moitié de la partie, quoi. Moi, je vois ça comme un être. J'ai même pas envie d'expliquer qui est John, qu'est-ce que c'est John. C'est une sorte de Tom Bombadil pour moi qui est en dehors de l'espace et du temps, un être cosmique habité par des entités ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas important d'expliquer qui est John. Et en fait, à chaque histoire, même si la fois précédente, on a quand même fait vraiment de la merde et John a fini par mourir, on rejoue, John est à nouveau là. Enfin, il y a pas de. Il est intemporel. John, c'est John. C'est un, un être qui transcende l'existence habituelle. Ce qui est important, c'est donc, là on utilise le terme de voix pour désigner les PJ. Alors on pourrait dire que le seul PJ, le seul personnage joueur, c'est John. Mais on pourrait dire aussi que chaque voix, chaque entité, vu qu'elle a sa personnalité, c'est un personnage, un PJ. Ce sera peut-être plus simple de dire ça, PJ pour chaque entité, chaque voix, quoi. Donc tout le monde a une feuille de personnage très simple, hein. Je montre ici, je la trouve assez moche, mais bon, voilà, elle est sur le côté en plus, mais il y a une fiche de perso qui est proposée avec qui joue la voix, le nombre de points de volonté qui reste, les compétences, les obsessions. J'arrive même pas à dire ce qu'il y a écrit là, c'est quoi? Enfin bon, voix active, ah oui, c'est un truc à relever pour dire qu'on est en train de jouer. Enfin bon, on n'a pas besoin forcément de tout ça, mais... très bien. Donc on a des petites fiches de perso très simples et des dés à 6 faces. Dans l'absolu, à la table, un seul dé à 6 faces pourrait suffire, puisqu'il n'y a qu'une seule personne à la fois qui contrôle John, et à chaque fois on lance juste un dé. Dans la partie, j'ai fait une partie il y a une semaine aussi avec des gens qui jouaient moins souvent au JDR et qui avaient envie d'utiliser leurs dés spéciaux, donc on a pris un dé 12 et il suffit de multiplier par 2 les plages sur lesquelles on peut tomber et puis ça arrive au même, mais c'est plus joli. Mais dans l'absolu, il n'y a vraiment pas besoin de faire un truc compliqué au niveau des dés. Pour le matos, là c'est pas mentionné, mais il faut aussi des jetons. Enfin, peut-être que certains le font en écrivant au crayon sur la feuille, le nombre de points de volonté, mais bon, en général je préfère utiliser des allumettes ou des coquillettes ou on a utilisé des pierres de Go hier, des choses qu'on peut cacher dans la main pour faire des enchères secrètes, qui permettront de savoir qui va incarner John dans la scène suivante. Très bien, pourquoi? Parce qu'on démarre avec 10 points de volonté,
personne, pour chaque PJ. C'est un capital de points qu'on utilise pour prendre le contrôle de John, ou moi je le fais moins, mais c'est vrai qu'en relisant, je me suis rappelé qu'il y avait cette règle. On peut aussi augmenter les chances, les probabilités de réussir un jet en consommant des points de volonté. Pourquoi pas. La volonté commence en général par un score de 10 points, on va voir après que ça peut être un peu moins. Chaque voix a 2 ou 3 compétences. Donc là on est dans le jeu de base où les personnes à table vont choisir leurs compétences et choisir ce qu'on va appeler ensuite des obsessions, des objectifs. Moi je joue pas du tout comme ça. Un peu comme le scénar sur lequel je suis tombé un peu tout à l'heure là. Je prédéfinis les obsessions, les objectifs, et je prédéfinis même les compétences en les mettant dans un chapeau qu'on tire au sort. Mais dans le jeu de base, donc on choisit 2 compétences, il suffit d'en trouver une courte description comme conduit super bien. Ça c'est une que j'aime bien parce que c'est une formulation qui fait très tout le monde est John. Hier j'en avais fait une aussi qui est super bon en escalade. Bon, juste la formulation un peu drôle, ça participe. Embrouille super bien les gens, il y a ça qui est proposé aussi, ok, pourquoi pas. Donc normalement on a 2 compétences, mais on peut en avoir 3 si on abaisse notre score de volonté à 7 au lieu de 10. Ça fait sens dans cette optique où on choisit nos propres compétences, parce que vu qu'on choisit les compétences et les objectifs dans cette version, le fait d'avoir une compétence en plus, c'est sûr que c'est des compétences qui ont des chances d'être vraiment très utiles. Parce que 3 points de volonté à perdre, c'est beaucoup, mais on va choper une compétence potentiellement très utile, donc ça peut valoir le coup. Moi, comme je donne des compétences tirées au hasard et qu'en plus certaines sont vraiment nulles et servent à rien, enfin, sont très difficiles à utiliser, je fais pas forcément cette règle, mais bon. Et je donne 3 compétences directes sans chercher. Les obsessions, alors là c'est au singulier, il s'agit d'une sorte de but, de condition de victoire. Il faut satisfaire son obsession plus efficacement que les autres voies au cours de la partie pour gagner. Les obsessions peuvent être de 3 niveaux. Niveau 1, facile. Par exemple, piquer des trucs au supermarché. Ou dans l'exemple en VO, il parle de se baffrer de bonbons. Niveau 2, plus difficile. S'habiller avec des vêtements de femme et provoquer les inconnus. Ok, bon. Niveau 3, quasiment impossible, détruire des immeubles. Moi, je joue avec des obsessions niveau 4 qui sont... Là, on peut dire que c'est quasiment impossible à accomplir, mais plus la partie avance, plus j'autorise des extravagances. Plus l'obsession est difficile à satisfaire, plus elle rapporte de points pour les conditions de victoire, voire plus loin. Si vous comptez vraiment jouer sérieusement, il est conseillé de garder votre obsession secrète. Oui, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, nos obsessions peuvent être réalisées par les autres sans le vouloir. Donc c'est vrai que si les autres personnes à table savent exactement ce qu'on cherche, elles vont vraiment éviter de le faire. Donc là on est sur la traduction d'origine, on est vraiment sur le jeu de base. John est complètement barge, comme je disais, moi je suis pas dans cette optique là, mais why not. Il est contrôlé par les voix dans sa tête, une seule à la fois évidemment. John n'est pas un homme très habile, il a des difficultés à accomplir tout un tas de trucs qui paraissent pourtant simples à la plupart d'entre nous. Chaque fois que John tente de faire n'importe quoi qu'une personne pourrait avoir une chance même infime de rater, on doit faire un jet de dés. Bon, c'est très punitif. Sachant que ce jet de dés peut faire qu'on va s'évanouir et passer le relais à quelqu'un d'autre et tout. Je vais quand même lire les règles qui sont proposées. Moi, je suis plus sympa là-dessus, mais... C'est la voix qui contrôle John au moment de l'action qui fait le jet. Si la voix a une compétence qui s'applique au jet de dés, il suffit de faire 3 ou plus pour le jet pour réussir. Donc en gros, on a 66% de probabilité de réussir. 3, 4, 5, 6. Si on n'a pas la compétence, il faut carrément obtenir un 6. C'est chaud. Cependant, la voix peut dépenser des points de volonté, donc plus 1 point par jet qui est par pierre qui est sacrifiée. Donc on peut même acheter un succès automatique si on le désire. Bon, moi je préfère dire que si on a la compétence, on réussit d'office. Et dans les autres cas, bon, ça dépend un peu des moments, mais ça reste des jets difficiles. Mais genre, s'il y a quelque chose qui est moyennement difficile, je dis juste lance le dé et il faut pas faire 1, quoi, sinon c'est la merde. Et sinon, pour les trucs super durs, il faut faire au moins 5 ou 6, mais... ok. En tout cas, ça me semble plus intéressant et assez important de dire que si on a une compétence, ça réussit automatiquement, c'est plus satisfaisant, je pense.
Devenir la voix active est également un challenge. À chaque fois que John se réveille ou est blessé, on doit vérifier le contrôle de John. Ou aussi quand une voix rate un jet de dés, ou à chaque fois qu'une voix accomplit une obsession. Ah, j'avais oublié qu'il y avait ça. Moi, je joue pas comme ça du tout. Ça permet de cacher aussi. Je dis pas. Si quelqu'un accomplit une obsession, en tant que MJ, je le dis pas. La personne, je ne demande pas qu'elle le dise non plus. On peut s'en douter en général, parce que souvent, c'est des choses un peu cheloues. Mais on le dit pas, et ça permet éventuellement de garder la personnalité de l'entité secrète. Et donc, on est là dans un des cœurs de la mécanique. Toutes les personnes qui veulent prendre le contrôle de John vont alors miser des points de volonté. Donc c'est là qu'on va mettre dans notre main des pierres ou autres qu'on va cacher. Et on dévoile en même temps. On peut miser 0, etc. La personne qui a misé le plus devient la voix active et contrôle John. Si plusieurs personnes ont mis la même chose, on départage avec un jet de dés. Si on a gagné l'enchère, on perd les points de volonté qu'on a misés, sinon on les garde. Et on peut contrôler John 2 fois d'affilée. Lorsque John se réveille, la bataille pour le contrôle, les enchères ont lieu avant que John réouvre les yeux et qu'on redécrive la situation. Parce que parfois, il peut arriver que John se réveille dans un contexte qui a changé. S'il s'est endormi longtemps et qu'il s'est passé des choses, ça peut être un peu perturbant. John est quelqu'un d'excessivement distrait. Dès qu'une situation s'enlise, que rien de nouveau ne se passe pendant plus de 10 minutes, comme attendre le bus, le meneur de jeu lance un dé sur un résultat de 4 ou plus. John fait un petit somme et donc on refait les enchères. Lorsque ça se produit, toutes les voix gagnent un point de volonté. Ça, j'avais oublié ça, j'ai jamais joué ça. Si John se réveille, se repose, s'endort tranquillement, gagne un point de volonté. Je sais pas si c'est intéressant, bon, à voir. Donc une partie commence par le réveil de John le matin, et donc on fait un test, une enchère. Le MJ décrit alors les circonstances du réveil. Rappelez-vous qu'avec John, on peut s'attendre à tout. Ça, on peut être dans une suite présidentielle, dans un lit de camp, dans un caniveau, etc. Moi, je trouve une bonne référence cinématographique, c'est le film Hangover, Very Bad Trip en français, enfin en France en tout cas. Et donc ouais, c'est un film où les gens se réveillent avec une situation complètement foutraque et ils essaient de comprendre ce qui leur est arrivé la nuit précédente. On n'est pas obligé de jouer Tout le monde est John comme ça, mais c'est une démarche intéressante. C'est pas celle que j'applique à chaque fois, mais pour mon scénario sur les élections de Trump, c'est là-dessus que je suis parti. Donc à partir de là, chacun va essayer de faire avancer John dans le sens qui l'intéresse, en évitant que John soit tué. La volonté va diminuer. Quand toutes les voix auront épuisé toute leur volonté, John sombre dans un grand sommeil et la partie est terminée. À ce moment-là, tout le monde révèle ses obsessions. On compte, dans le jeu de base, on compte le nombre de fois où elles ont été satisfaites. Donc il est précisé que si une obsession est satisfaite alors qu'une autre voix était active, ça compte quand même, hein, ça je l'ai déjà dit. Mais dans cette version, dans la version originale, on peut accomplir plusieurs fois une même obsession pour avoir autant de fois les points qu'elle peut rapporter. Donc c'est marqué là. On multiplie le nombre de fois que les obsessions ont été satisfaites par leur niveau. Et donc c'est un nombre total de points. Je suis pas fan de ça parce que ça pousse à de la répétition, pas forcément très drôle. Je dirais qu'à la limite, si on accomplit notre obsession numéro 1 qui est facile à faire, bon, on l'accomplit 2 fois pour le plaisir, on va la compter qu'une seule fois. Par contre, si notre obsession de niveau 1, 2 ou 3, n'importe laquelle, a été accomplie aussi par d'autres voix, d'autres personnes à table, là je serais ok à la limite pour le compter une fois de plus. Ça peut être intéressant. Mais voilà, si une même personne peut faire 40 fois la même obsession, ça va pas être rigolo. Voilà, là, avec la version originale, c'est quand même contrebalancé par le fait qu'on passe son tour, enfin on s'endort entre guillemets, on change le contrôle de John au moment où on accomplit une obsession, mais ça, faut voir, ça peut fonctionner. En relisant, je me rends compte aussi que là, on peut changer de contrôle, de personne qui contrôle, sans forcément que John s'endorme ou s'évanouisse. Il peut y avoir des cas où on vient d'accomplir une obsession et sans même qu'il s'écroule, sa personnalité, vue des gens de l'extérieur, vue des PNJ, va changer.
Bon voilà, on verra que moi j'ai quand même, c'est quand même un jeu maintenant très différent. Bon, j'arrête pas de le dire, mais ça me paraît intéressant de faire un comparatif. J'essaie de faire une vidéo assez rapide là sur cette version originale. Là, je suis sur un blog qui reprend un peu la même chose. Hein. Un peu la même chose. Non, ce que je voulais, c'était au moins lire une fois les règles. Ici, à la limite, cette version, elle a des bullet points, en fait des listes qui sont peut-être plus simples à gérer. Donc, dans cette version, le simple fait d'être blessé aussi permet de changer de voie active, etc., etc. Alors pourquoi? Je vais quand même finir sur un élément intéressant. Moi, on m'a initié à ce jeu. C'est deux amis rôlistes entre autres, mais des amis d'enfance qui m'ont montré ce jeu. Donc avec Thibaut et Karen, j'ai joué. On était juste trois. Je pense que c'était Thibaut qui était MJ. J'étais une voix avec Karen. On avait chacun nos obsessions. Et on a joué la version de base, c'est-à-dire on choisissait nos compétences, nos obsessions. Et on a joué rapidement, je pense une demi-heure, une heure. C'est l'esprit du John originel. On sait de l'impro total en mode bourrin dans la ville. Et ça m'a suffisamment plu pour que j'accroche et que je finisse par développer ma propre vision du jeu. Mais voilà, je pense qu'on peut aller plus loin. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un jeu intéressant pour mettre les gens au jeu de rôle éventuellement. En précisant bien sûr qu'on n'est pas sur un jeu classique du tout. Bon, par rapport au JDR un peu traditionnel, on retrouve cette dichotomie MJ-PJ, il y a quand même ça. Mais c'est quand même rare qu'on soit plusieurs à se partager un personnage. Le système d'enchères est pas très courant non plus. Mais il y a quand même plusieurs originalités. Mais par contre, en dépit du fait que c'est pas habituel, c'est quand même très adapté pour les débutants, dans le sens où dans une partie classique, ça peut être difficile de trouver sa place si on est un peu timide ou quoi. Là, si je suis... Déjà, je peux choisir quand est-ce que je vais commencer à intervenir. Au premier tour, admettons que je joue pour la première fois et je suis pas très à l'aise. Alors c'est un jeu qui peut partir dans plein de sens différents, hein, donc peut-être se mettre d'accord sur les sujets qu'on accepte d'aborder ou quoi, ça peut être... ça pousse un peu les gens qui ont le tempérament un peu murder hobo, comme on dit, les gens qui sont prêts à flinguer tout le monde et tout. Ça peut être bourrin comme jeu, donc bon, faut voir avec qui on joue et dans quel état d'esprit, mais admettons, je mets ça de côté pour l'instant, ça c'est vraiment à chaque table de voir, mais je débute le JDR, je suis pas très à l'aise, très facile au début de miser 0 pierre. Comme ça, je peux être certaine que quelqu'un d'autre va jouer au début. Au premier tour, en général, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc les mises sont légères, mais il y a toujours au moins une personne pour miser une pierre, voire deux. Quoi. Donc je mise 0, je joue pas, j'observe, je regarde comment ça se passe. Bon, très bien. J'ai vu qu'il y avait différentes façons de jouer d'ailleurs. J'ai regardé des vidéos YouTube en français où j'en ai vu une où il y a un MJ qui incarne John tout le long. Et les voix actives sont juste là pour l'influencer et lui dire « Ah, John, tu devrais faire ceci, cela. » Ça m'a un peu étonné. Je préfère jouer... Alors, je pense que c'est comme ça. Je sais plus que ma première partie où on m'avait montré le jeu, comment c'était, mais moi, je joue d'une façon où... Et je pense pas être le seul, hein, même dans la version de base du jeu, je pense que beaucoup le jouent comme ça. Si vous chopez l'enchère, que vous jouez John... Bah vous parlez à la place de John, vous dites je fais ceci, je fais cela. On autorise les autres voix à parler éventuellement, qui peuvent vous donner des conseils, qui vont peut-être les arranger. Hein. Tant que c'est pas la cacophonie, on autorise ça. Mais je pense que c'est plus intéressant que à tour de rôle, on incarne vraiment John. Bon, ça peut se discuter. Quoi qu'il en soit, je débute, je mise 0, je regarde comment ça se passe. Très bien. Une fois que je suis un peu en confiance, John s'endort dans une situation où j'ai envie de prendre la suite, ça peut m'aider à remplir mes objectifs. Là, je vais miser, mettons que je remporte mon enchère. Ce qui est génial, c'est que là, même si je suis pas très à l'aise avec la prise de parole en public et tout, bon, on peut supposer qu'on est entre potes quand même, hein, mais en tout cas, j'ai gagné l'enchère. C'est moi qui contrôle John.
tout le monde doit m'écouter. Ils vont peut-être s'exprimer un petit peu, mais le ou la MJ va calmer les gens si ça va trop loin. C'est moi qui joue jusqu'à ce que John ait à nouveau un problème et qu'on rechange de contrôle. Et j'aime bien ce côté-là, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne entrée en matière au JDR. Ça, plus l'idée que les gens se font le Donjons et Dragons, qui vont peut-être leur aider à comprendre à travers les films ou les séries à quoi peut ressembler le JDR très très traditionnel à l'ancienne. Avec tout ça, ça peut donner une image un peu plus complète, quoi, et montrer en tout cas qu'il y a plusieurs choses qui existent et qu'il n'y a pas trop de limites. Voilà, bon, je conseille ça pour... on dit que c'est au moins pour 3 personnes, et c'est comme ça que j'ai joué la première fois, c'est vrai. Aujourd'hui, je dirais que c'est bien pour 5 personnes, un ou une MJ. Plus 4 personnes, ça marche bien. S'il y a 3 PJ, c'est ok, mais on perd un peu de la saveur du côté multi-entité. Au-delà, ça marche. J'ai déjà fait jouer jusqu'à 7 personnes. Ça marchait, même avec des gens dans le tas qui découvraient le JDR. Et c'était en mode soirée où il y avait quelques bières, pas trop. Pas trop. Et franchement, ça a très bien marché. J'étais étonné. Tout le monde a vraiment joué le jeu à fond. C'était super. Mais c'est long. On avait joué 5 heures, je crois, dans ces conditions-là. Hier, j'ai fait jouer 4 personnes. Ça a duré 3h30. En fait, à moins de mettre en place un système genre sablier ou quoi, ça va... En général, comme chacun démarre avec 10 pierres, ça fait 3, 4, 5 tours par personne qui vont s'intercaler. Même si les tours, plus on avance dans la partie, plus les tours se terminent rapidement, on essaie de compresser à la fin l'action, quoi. Bah, ça fait quand même des parties qui seront de plus en plus longues, plus il y a de joueurs et de joueuses, quoi. Je n'ai pas essayé en mode sablier hardcore, genre premier tour c'est 10 minutes, après c'est 8, après c'est je sais pas quoi. Il y aurait moyen de gérer le tempo, mais je suis pas sûr que ça... Enfin, ça peut être frustrant. Là pour l'instant, j'essaie de gérer quand je sens que... Puis il y a un feeling autour de la table, quoi. Quand on sent que la personne qui contrôle John a bien agi, a fait ses petits machins, et là, elle vient de faire une action un peu impactante, on se dit... Tout le monde a un peu ce feeling de se dire « Ah, là, c'est peut-être le moment de passer la main, quoi. » Donc, à ce moment-là, on s'arrange pour que John se prenne un coup, ou s'endorme, ou je sais pas quoi, et on refait les enchères. S'il y avait un sablier hardcore, ouais... À essayer, j'essaierai au moins une fois, mais je suis pas convaincu. Donc faut se dire que ouais, c'est entre 3h et 5h la partie, suivant le nombre de personnes autour de la table. Voilà, bah, c'est un jeu que j'aime bien et sur lequel j'aime bien expérimenter plein de choses différentes. Il est très malléable, hein, parce qu'on l'a vu, c'est vraiment une page de règles qu'on peut largement modifier et enrichir. Donc je suis tout à fait preneur de suggestions. Ah oui, et donc je reviens sur la scénariothèque. Alors évidemment, c'est pas le jeu où il y a le plus de choses qui ont été uploadées, mais c'est quand même intéressant. Et si vous voulez prendre de l'avance sur les prochaines vidéos que je ferai, vous pouvez regarder le Make America Goofy Again pour voir un peu comment je propose mes scénarios pour Tout le monde et John. Il y en avait un autre là, je sais plus. Ah, il y en a un 2023, tiens. Ouais. Pour ce scénario, je veux dire quelques phrases de celui-ci. Ouais. Ah non, il a été fait en 2007. Pour un concours, ok, d'accord. Pour ce scénario, Jessica est la petite amie du moment de John, mais les joueurs ne le savent pas forcément. Les joueurs choisissent chacun une obsession parmi rendre Jessica jalouse, draguer toutes les nanas qui voient passer, récupérer Jessica par tous les moyens. Ouais, ok. Bon, ça m'embête à plus d'un titre. Bon, déjà, le thème... peut facilement aller vers des dérives un peu cringe autour de la table déjà. Et puis, ça veut dire que si on choisit, tout le monde voit la liste. En gros, tout le monde connaît l'ensemble des obsessions. Ce qui n'est pas forcément dramatique, mais ça peut être un peu... Ouais, on perd un petit peu de saveur peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée qu'il y a, il y a un petit plan sympathique. C'est chapitré avec différents... des petits bouts d'histoire, c'est quand même travaillé. Voilà, écoutez, je connais pas spécialement ce scénar, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont testées autour de ce jeu basique. Et c'est bien. Il y a aussi Nifru,
un compère d'Opal Rollist et tout, qui a fait des parties sur Twitch. Alors forcément, il faut modifier les règles, hein. Quand on fait ça en stream, c'est forcément différent, mais il avait fait des parties sur Twitch à une époque avec le moteur ATRPG alias Minotaur, qui avait été créé par Fibre Tigre à la base et qu'on a repris, enfin surtout Nichru, mais j'avais un peu collaboré au code à une époque. Et c'était sympa. J'ai fait aussi, moi aussi, sous Twitch, une variante, hein, que j'ai appelée Tout le monde est Tom, inspirée de Tom Cruise, mais j'y reviendrai. Et voilà. Donc sur cette chaîne, je parle beaucoup de Star Wars, de système D6 et tout, et de Warhammer, mais je m'intéresse à d'autres jeux, hein. Dogs in the Vineyard, certes, mais aussi Tout le monde est John et d'autres petites curiosités. Bah, j'espère que vous aurez l'occasion de me dire ce que vous pensez ou ce que vous avez expérimenté avec succès ou insuccès sur ce jeu, et bah, je vous dis à très bientôt sur ce thème et d'autres. Ciao.